Déambuler dans le marché central de Port-Louis, la capitale de l'île Maurice, est un très bon moyen de mesurer l'incroyable brassage ethnique, culturel de l'île. On comprend vite pourquoi on dit de Maurice que c'est une société arc-en-ciel, constituée d'une forte majorité de personnes venues de l'Inde, des hindous, des musulmans, mais aussi des créoles, environ 30% de la population. Ce sont des métis qui descendent des esclaves originaires d'Afrique et de Madagascar. Et puis il y a des blancs, des franco-mauriciens, des anglo-mauriciens et enfin des Chinois. Mais pour bien comprendre cette multiculturalité d'une île qui n'a été vraiment peuplée qu'à partir de 1715, il faut comprendre deux réalités historiques très importantes. L'esclavage et ce que l'on appelle l'engagisme, c'est-à-dire l'arrivée massive d'employés indiens suite à l'abolition de l'esclavage. Un devoir de mémoire, vous allez le voir, qui n'est pas aussi évident que cela à Maurice. Le père Guichou est prêtre des missions étrangères de Paris. Il vit à l'île Maurice depuis 1980 et c'est grâce à lui et à sa connaissance de l'île, à ses contacts, que nous allons découvrir Maurice au-delà des clichés de cartes postales. Première étape de ce voyage, je vous emmène dans un lieu pourtant digne d'une carte postale au sud-ouest de l'île, le Morne, une montagne au bord de mer classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est là où on disait que les esclaves marrons, c'est-à-dire les esclaves qui se sauvaient pour se libérer, se réfugiaient. Et personne n'y croyait. Et heureusement, il y a quelques années, des chercheurs ont découvert les restes de vie sur le Morne, et des restes humains et des restes de vestiges de vie, ce qui prouve bien que les esclaves marrons ont vécu là, et c'est le seul lieu de mémoire, fait, de ces esclaves, à la fois des esclaves marrons et des esclaves. Et des esclaves en général, qui ont vécu dans toute l'île. Alors c'est un lieu de mémoire qui est très modeste, il n'y a aucun musée, aucun centre d'interprétation, il y a quelques sculptures assez simples qui sont taillées, et puis il y a un cercle posé au sol avec cette phrase « Ils furent nombreux à tutoyer son sommet, à choisir le vide de la mort pour graver ce symbole fort au fronton du Morne », allusion aux esclaves qui, pour chasser, se jetaient dans le vide. Et puis ensuite, liberté, nul ne doit oublier, car leur sacrifice ne fut pas vain, et l'histoire est là, tel un levain, irriguant notre mémoire à jamais. Cette mémoire des esclaves, elle est vraiment irriguée à Maurice, ou c'est plutôt un sujet tabou? C'est un sujet tabou. Et je peux dire, fréquentant beaucoup ce monde des fils d'esclaves, les créoles en fait. Les créoles, ils ont été marqués, et encore aujourd'hui, ils sont marqués dans leur gène. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle si peu? Ça dérange qui? Ça dérange les Blancs? Ça dérange les Indiens? Ça dérange tout le monde. Ça a dérangé d'abord les Blancs, ça a dérangé les Indiens, ça dérange le gouvernement. C'est quelque chose qu'il faut, si on pouvait les exclure, on les exclurait. Tout le développement de cette île, que l'on a appelée l'île de France entre 1715 et 1810, s'est fait grâce au courage et à la volonté de quelques familles aristocratiques envoyées par Louis XIV et Louis XV, par des ouvriers et des marins bretons et normands, mais aussi grâce au travail forcé de milliers d'esclaves venus d'Afrique et de Madagascar. En 1835, à l'abolition de l'esclavage, 80% de la population de Maurice était constituée d'esclaves, dont la plupart travaillaient dans les grandes plantations de canne à sucre. Et curieusement, il n'y a aucun musée consacré à l'esclavage à l'île Maurice. C'est dans le musée de l'aventure du sucre, au milieu du bruit d'une distillerie, que j'ai trouvé un document sonore réalisé par l'UNESCO. La traite négrière a duré 4 siècles, du XVIe au XIXe, pendant lesquels 12 à 15 millions d'Africains ont été transportés de force dans les Amériques, les Antilles et les îles de l'océan Indien pour l'exploitation des colonies nouvellement installées. Dans le cas de l'île de France, l'arrivée des esclaves se justifiait par la mise en valeur des terres par les premiers habitants. La Compagnie des Indes n'octroyait des terres que si le colon garantissait un certain nombre d'esclaves et assurait leur nourriture.
l'île Bourbon et l'île de France eurent le même statut pour leurs esclaves. Le trop fameux Code noir, édicté par Louis XIV en 1685 pour les colonies des Antilles et remanié pour les Mascareignes par Louis XV en 1723. Selon les articles du Code noir, les esclaves sans aucune existence juridique sont des biens meubles appartenant à leur maître. Si les maîtres avaient l'obligation de nourrir et soigner leurs esclaves, ceux-ci n'avaient cependant personne vers qui se tourner en cas d'abus. La justification de ce code est apparemment l'obligation de rendre catholiques ces hommes inférieurs, qui trouveront ainsi le salut. Telle était la volonté exprimée par Louis XV. À Maurice, il y eut un aménagement de cet article et on n'obligea pas les esclaves à devenir chrétiens de force et sans instruction. Les maîtres étaient cependant tenus de les instruire dans la religion sous peine d'amende. En 1833, les Anglais abolissent l'esclavage. L'île Maurice attendra 1835 car il a fallu négocier avec l'Angleterre la difficile question des compensations, l'aide aux planteurs privés de leur main-d'œuvre. L'aventure du sucre a tenu à participer à ce devoir de mémoire. Ce sont ces descendants d'esclaves que l'on appelle aujourd'hui les créoles à l'île Maurice. Ils représentent à peu près 30% de la population. Danielle Palmyre, qui est créole elle-même, est l'une des meilleures spécialistes de la réalité créole. C'est dans son bureau, à l'Institut du cardinal Jean Marjot, à Rose Hill, que je suis allé la rencontrer. Je lui ai demandé si la mémoire de l'esclavage est encore très présente dans la culture et dans la mentalité des créoles. Comme il y a eu 200 ans de silence sur l'histoire de l'esclavage, puisqu'il faut bien comprendre que l'esclavage est un tabou social, un tabou pour les colonisateurs et leurs descendants, et un tabou pour les Indiens qui sont majoritaires à l'île Maurice et qui ont le pouvoir politique et qui n'ont donc aucun intérêt à évoquer cette histoire, sinon pour confronter cette mémoire avec la leur, c'est-à-dire mettre en parallèle l'esclavage et l'engagisme, qui sont quand même deux réalités différentes, mais qu'on a toujours tendance à mettre en compétition. L'engagisme, c'est l'arrivée des Indiens qui étaient salariés pour venir travailler ici et remplacer l'esclavage. Au XIXe siècle. Aujourd'hui, la manière dont les créoles eux-mêmes doivent s'approprier cette histoire passée de l'esclavage, mais aussi pour mieux vivre leur histoire présente, parce que entre le temps de l'esclavage et aujourd'hui, il y a une histoire douloureuse, une histoire d'exclusion, une histoire de discrimination qui a besoin d'être réglée, qui a au moins besoin d'être exprimée. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Ça commence à l'être. Ça fait peut-être 30 ans que cette question est venue sur le tapis et que le mot esclavage a pu être prononcé. Le mot créole lui-même peut maintenant être prononcé. Il y a quelques dizaines d'années, on ne pouvait même pas se dire créole dans ce pays sans s'attirer les foudres des uns et des autres parce que c'était considéré comme une définition trop ethnique, allons dire, dans un paysage multiculturel, alors que l'assomption de son identité est une démarche tout à fait légitime et elle n'exclut pas que l'on soit ouvert, qu'on reste ouvert aux autres, d'autres cultures. Monsieur François de Grivel, vous faites partie de ces familles franco-mauriciennes dont les ancêtres sont arrivés au XVIIIe siècle ici à Maurice. Lorsque j'ai rencontré différents membres de la communauté créole, très rapidement, le souvenir de l'esclavage est revenu. Quand je suis en contact avec des franco-mauriciens, voire des Indiens, c'est un sujet dont on ne parle pas, presque un sujet tabou. Il y a peu de lieux de mémoire de l'esclavage aujourd'hui à Maurice. Il y en a un au Morne, où nous sommes passés. Est-ce qu'il y a encore un malaise autour de cette question de l'esclavage et de la mémoire de l'esclavage? Est-ce que c'est encore un tabou? Non, je crois qu'au contraire. On en parle beaucoup ouvertement. Il y a 2 fêtes nationales, c'est-à-dire 2 jours fériés dans l'année. Un qui est pour les travailleurs immigrés, un pour ce qu'on appelle la fête de l'esclavage. Un qui était récemment en février et un autre qui était au mois de septembre, l'arrivée des immigrés indiens. Et moi, ça m'arrive fréquemment de participer surtout à cette fête de l'immigré indien, participer à leur cérémonie, parce que je trouve que ça fait partie de l'histoire. Et je trouve, ce n'est pas un sujet tabou, c'est un sujet qu'il faut reconnaître, qu'il faut accepter, mais bien sûr,
c'était un moment très très dur. Mais on ne peut pas le prendre comme un aspect négatif, péjoratif. Il faut le prendre comme un aspect concret de notre développement historique. Alors, je dirais, vous, personnellement, vos ancêtres, comme beaucoup d'autres familles franco-mauriciennes, ont eu des esclaves ici. Comment est-ce qu'on le vit aujourd'hui, quand dans son histoire familiale, on a participé à l'esclavage? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, parce que je n'ai pas assez disons, cette image. En 1830, mes ancêtres sont venus fabriquer du sucre dans cette région de l'île, c'est le nord de l'île Maurice. Et en 1830, c'était en fait à peu près en ce moment-là l'abolition de l'esclavage à Maurice, en 1835 exactement, l'abolition de l'esclavage. Donc il y avait bien sûr les travailleurs. Et je sais que mon ancêtre a été le premier, dans les années 1870, dans le domaine sucrier, à créer une école pour ses employés. Et le premier a créé un dispensaire, c'est un lieu pour soigner. Bon, c'était basique, mais c'était pour soigner. Dans cette région de l'île, et bien sûr ça s'est développé partout ailleurs, donc c'est pour tenir compte de l'intérêt, disons, social de ces employés, c'est-à-dire dans le domaine de l'éducation en partie, dans le domaine médical en autre partie. Donc il y a eu une considération, je dirais, favorable. Et je n'ai pas cette image péjorative de l'esclavage. Je ne peux pas le dire parce que je ne le sais pas. Que s'est-il passé entre 1755, date d'arrivée des premiers ancêtres de François de Grivel, et 1830? Nous ne le saurons pas. Pour comprendre l'île Maurice, son brassage culturel, sa forte communauté hindoue, il faut absolument visiter l'Apravasigat, dans le port de Port-Louis, un lieu qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vous propose de nous y rendre et vous allez voir que là aussi, la réalité historique met parfois mal à l'aise. Eh bien bonjour, je m'appelle Urmila, je vous souhaite la bienvenue, je suis à l'Apravasigat. Alors l'Apravasigat, c'est la place où les travailleurs engagés étaient débarqués. Ils restaient ici pour 2 jours, ils avaient des formalités à faire, ensuite ces gens portaient dans leur lieu de travail. Et c'était, oui. Quand vous dites des travailleurs engagés, qu'est-ce que c'est? Et les travailleurs engagés, c'était des personnes qui venaient à l'île Maurice sous un contrat qui était initialement pour 5 ans. Alors après 5 ans, ils étaient libres, ils pouvaient repartir dans leur pays ou même ils pouvaient renouveler leur contrat et continuer à rester à l'île Maurice. Et le site a été nommé comme site patrimoine mondial en 2006 parce que c'était la première fois où cette expérience a commencé. On dit la grande expérience, c'est à l'île Maurice où cette expérience a commencé. Et c'est qu'à l'île Maurice qu'on a eu 456 000 travailleurs engagés. Qui venaient de l'Inde pour la plupart? Oui, il y avait de l'Inde, de Madagascar, d'Afrique et la Chine, mais majorité c'était des personnes qui venaient de l'Inde. Et c'est la seule place où est bien préservée, qui est toujours là pour montrer l'arrivée des travailleurs engagés. Et le système a commencé le 2 novembre 1834. Il y avait l'abolition de l'esclavage le 1er février 1835. Et maintenant, je vais vous montrer la place qui est vraiment symbolique pour montrer l'arrivée des travailleurs engagés. C'est les 16 premières marches qu'on va prendre ensemble. Et là, nous allons y aller. Et qu'est-ce qu'elles symbolisent, ces marches? Oui, voilà en pierre noire, en fait. On passe une porte étroite avec une grille. Nous sommes entourés de murs en pierre noire, la pierre noire de l'île Maurice. Et il y a ces 16 marches noires qui sont devant nous. Oui, exact. Il y avait des personnes, quand il arrivait ici, ils prenaient ces 16 marches en espérant que oui, peut-être la vie va être mieux à l'île Maurice. Il avait leur culture, leur tradition ensemble. Parce que quand on dit à l'île Maurice, il y a des personnes qui venaient des différentes parties du monde. Là, c'est les 16 premières marches où on peut dire tout ça a commencé vraiment. Pour montrer l'arrivée des travailleurs engagés, et des cultures et des traditions et tout à l'île Maurice. Alors ici, nous commémorons la mémoire de ces travailleurs engagés. Mais est-ce que ici, avant, il n'y avait pas déjà du commerce d'esclaves? Et cette place était utilisée quand il y avait des Français qui étaient là, bien sûr, et c'était utilisé pour d'autres choses, bien sûr, mais il y avait c'était des magasins et tout. Là, ce que je vois ressemble à des cellules ou à oui, des petits c'était utilisé comme des cellules auparavant. Ça, il y a différentes interprétations qu'on fait, oui. Mais ici, on ne fait pas mémoire de l'esclavage. On fait mémoire de uniquement de l'esclavage. On parle de l'esclavage, mais on peut dire, on commémore plutôt l'arrivée des travailleurs engagés.
Monseigneur Maurice Piat, vous êtes l'évêque de Port-Louis, île Maurice. Vous êtes vous-même issu d'une famille franco-mauricienne. Plusieurs membres de la communauté créole m'ont dit à quel point l'histoire de l'esclavage avait marqué durablement les mentalités des créoles. Et paradoxalement, en voyageant dans l'île, en rencontrant d'autres communautés, on a l'impression que c'est un sujet qui met mal à l'aise, pour ne pas dire que c'est un sujet tabou. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait, tout à fait. Je peux vous raconter une anecdote, si vous voulez. J'organise des cours en 77 pour les séminaristes avant qu'ils ne partent pour l'étranger, sur l'histoire de Maurice. Et j'avais fait appel à un des meilleurs historiens de l'île Maurice à l'époque. Et avant de rentrer dans la salle de cours, il m'a pris à part, il m'a dit « Peut-on parler de l'esclavage ?» En 77. Il ne faut pas oublier que la première fois que nous avons célébré, que ce soit au civil ou au religieux, l'abolition de l'esclavage, c'était pour le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. On est resté muet pendant 150 ans. C'est mon prédécesseur, le cardinal Margéo, qui a initié cette célébration. Et on était en 1985. Oui, exactement, exactement. Et c'est vrai que ça laisse des séquelles terribles et que nous sommes encore loin d'avoir étudié, compris tout ce que ça peut apporter, l'esclavage, toutes les séquelles que ça peut laisser dans les milieux humains. Mais l'esclavage, encore une fois, est très complexe parce que j'ai participé à des réunions en Afrique sur l'esclavage. Et là-bas, ils disent que nous avons été faits esclaves, mais nous aussi, nous avons été esclavagistes. Il y a des Africains qui ont vendu leurs frères. Pour les acheter, il fallait que des gens qui les vendent. Alors ça, c'est un peu tabou aussi. C'est quelque chose de terrible, mais c'est un long chemin de réconciliation qui est devant nous. Et pour ça, comme vous savez, il faut en parler. Mais c'est vrai que des gens se sentent menacés quand on parle de ça. Et c'est pas facile d'entendre parler de ses ancêtres comme des esclavagistes. C'est pas facile. Mais on a l'impression que c'est facile pour personne. Ni pour les Blancs, ni pour la communauté créole, ni même pour les Indiens qui n'ont pas envie qu'on parle de ce sujet-là. C'est possible, parce que les Indiens, quand on parle d'esclavage, ils disent, nous aussi, on n'a pas été esclaves, mais on a été des travailleurs engagés, qui avaient un niveau de vie à peu près équivalent, des conditions à peu près équivalentes, mais en même temps, c'est pas tout à fait la même chose, parce que les Indiens qui sont arrivés, il y avait des gens qui étaient des écrivains, comme on disait, ils écrivaient les lettres dans leur langue, il y avait des religieux qui étaient venus avec eux, leur culture était maintenue, et ils pouvaient, s'ils voulaient, après l'expiration de leur contrat de 2 ou 3 ans, repartir en Inde s'ils voulaient, alors que pour les esclaves, c'est très différent. Monseigneur Piat, en traversant l'île, je n'ai vu que 2 lieux où on parlait vraiment de l'esclavage. Il y a le lieu de mémoire aux Mornes, très sobre, pratiquement pas d'explication, et il faut aller dans un musée du sucre pour entendre vraiment parler des esclaves. Et le reste du temps, c'est quasiment tu. Oui, mais le monument aux esclaves est tout récent. Le Morne a été affirmé comme lieu de mémoire tout récemment. Mais il y a un autre lieu où on parle peut-être pas de l'esclavage en tant que tel, dans sa nature politique, civile, etc., mais qu'on parle des anciens esclaves, c'est autour du Père Laval. Faut pas oublier ça. Si le bienheureux Père Laval est quasiment inconnu en France, sa renommée par contre est immense à l'île Maurice. Chaque semaine, des milliers de Mauriciens de toute religion viennent se recueillir sur son caveau. Ce missionnaire de la congrégation du Saint-Esprit est arrivé à l'île Maurice en 1841 et jusqu'à sa mort, en 1864, il n'a cessé de s'occuper des pauvres et notamment des créoles, les esclaves nouvellement affranchis. Le Père Guillemot, qui est spiritain, nous accueille à Sainte-Croix où se trouve le caveau du Père Laval. Il nous parle de tous ceux qui viennent se recueillir dans ce sanctuaire. Bon, ils viennent avec l'idée d'aller prier Père Laval. Ils connaissent le site parce qu'ils sont déjà venus 100 fois, sauf les étrangers bien sûr. Et les étrangers, je pense, viennent eux aussi parce qu'ils ont entendu dire que le Père Laval
était un grand saint, qu'il avait fait un beau travail et surtout qu'il fait des miracles. On va rentrer, si vous le voulez bien, dans le caveau actuel. Et qu'est-ce qui attire autant les Mauriciens? Parce que ce ne sont pas que des chrétiens qui viennent ici. Non. Effectivement, pratiquement toutes les cultures, toutes les nations, toutes les religions viennent prier le Père Laval. Il a laissé une image d'un apôtre très grand qui a aidé une population d'esclaves à se prendre en main et à grandir et à devenir aujourd'hui en gros la communauté créole. Bonjour messieurs, dames, excusez-moi, bonjour. Bonjour. Je peux vous poser une petite question, là je travaille pour les radios chrétiennes de France. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici sur le caveau du Père Laval? On travaille juste à côté et là c'est l'heure du déjeuner, donc on en profite pour venir prier. De toute façon on est employé pour le bureau de des écoles catholiques. Donc vous travaillez à côté, mais vous venez souvent ici prier? Assez régulièrement. Et vous êtes venu pour demander quelque chose de particulier? Pas particulier, mais pour se recueillir. Un temps de méditation. Et il compte beaucoup encore aujourd'hui dans le cœur des Mauriciens? Je pense que vous avez pu voir, il y a pas mal de gens qui viennent se recueillir, même en mi-journée, même pendant les jours de semaine, aussi bien que les week-ends. Monseigneur Maurice Piat, pour vous, l'évêque de Port-Louis, de l'île Maurice, quel message pour aujourd'hui nous adresse le Père Laval? Le Père Laval a été la plus grande grâce que nous ayons reçue dans notre histoire. Comme vous savez, il a débarqué ici 5 ou 6 ans après l'abolition de l'esclavage. Et étant vicaire à la cathédrale ici, qui était une paroisse uniquement de blancs, on parlait uniquement le français, il a commencé dès son arrivée à apprendre le créole et à rencontrer les esclaves, les plus pauvres. Et il n'a pas été accueilli à bras ouverts, hein. Il y a eu beaucoup de contestations, mais petit à petit, sa manière simple de donner une espèce de priorité aux pauvres, d'apprendre leur langue, de leur permettre de chanter, de prier dans leur langue, etc., a créé chez les esclaves d'abord, enfin chez les anciens esclaves d'abord, comme une espèce d'irruption, de liberté, de joie de vivre, de comprendre qu'ils avaient une place. Et ils ont créé je ne sais combien de petites communautés, de petits sanctuaires. Ils ont, avec son aide, ils ont commencé à devenir des catéchètes eux-mêmes. Ils ont organisé l'entraide. Ils ont été admirables pendant les épidémies de choléra pour venir en aide à ceux qui mouraient en quantité à Port-Louis. Donc, il les a, comme on dit aujourd'hui, empowered. Ça veut dire qu'il leur a montré qu'ils avaient en eux des capacités formidables pour vivre une vie humaine et chrétienne respectable. Il leur a montré leur dignité. Oui, tout à fait, en les laissant faire eux-mêmes. Ils ont développé un art de vivre. Et toute la foi, tout ce qu'est l'Église aujourd'hui vient de là. Alors, le Père Laval, pour nous, le message pour nous aujourd'hui, c'est que une première chose, je crois que c'est, si on commence par les pauvres, on sait qu'il y a là un chemin de libération. Deuxièmement, il faut faire confiance aux laïcs. Il a été tout de suite fait confiance à beaucoup de laïcs simples, mais des personnes avec une grande dignité, une grande profondeur spirituelle. Et voilà, et tout simplement en vivant quelque chose de simple et d'une charité ras de terre. L'évangile, tout simplement. Ah, tout simplement, oui. Nous disons à toi merci pour ce qui te fait faire pour nous du pays. Tout un exemple pour te banfrer de la vie, fait tous nous les cœurs. Dans notre prochaine émission, nous resterons à l'île Maurice et nous verrons comment des hommes et des femmes, aujourd'hui, vivent de l'esprit du Père Laval pour l'unité et la dignité de tous les habitants de Maurice, quelle que soit la couleur de leur peau ou leur religion.